J'ai une question qui me vient. Est-ce qu'un club cigale, par exemple, pourrait financer un projet territorial de sécurité sociale alimentaire? Difficile de répondre. Difficile de répondre. D'abord, il faudrait regarder de près. Et quand on dit un projet territorial, ça veut dire sur quel territoire il s'étend. Et est-ce que 2000 ou 3000 euros, c'est susceptible d'être intéressant? Il faut être aussi vachement pratique. Hein. Donc, alors ça peut être intéressant. Ouais. Mais après, c'est vrai que l'objectif, là où ça, enfin, je vais un peu vous rentrer dans les détails un peu de fonctionnement financier de la caisse. Donc l'objectif d'une caisse citoyenne d'alimentation, c'est donc en gros, enfin, le fonctionnement, ça va être que chacun va cotiser en fonction de ses revenus. Mais par contre, tout le monde reçoit le même montant à la fin. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains vont cotiser plus que ce qu'ils vont recevoir et certains vont cotiser moins que ce qu'ils vont recevoir. Donc il y a un aspect solidaire là-dedans. Et donc il y a aussi, pour les personnes qui vont cotiser plus que ce qu'elles vont recevoir, c'est un engagement. C'est un engagement de solidarité. Pour que le delta entre ce que ces personnes-là vont cotiser et ce qu'elles vont recevoir soit pas trop élevé, pas trop, soit pas un trop gros frein à leur engagement dans le projet. Aujourd'hui, on est à la recherche de subventions pour abonder dans les caisses, pour en fait compléter en gros les cotisations des membres de la caisse. Donc ça va être des subventions publiques, des subventions privées selon les bailleurs et les financeurs possibles existants. Donc ça pourrait être une piste de financement. Donc, en attendant toujours Frédéric Bosquet. Alors, petite nouvelle, il était à Fronton il y a 10 minutes. Donc, mais on peut faire des échanges. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui, moi j'ai une question. Il y a 3 formes différentes de projets, donc autour de l'alimentation, du foncier, et donc vous avez, monsieur du Club des Cigales, vous êtes ouvert à tous les projets, toute forme de projet? Oui, absolument. Toute forme de projet et toute forme juridique aussi qui support de projet. Qui rentre dans le cadre, évidemment, de l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est l'axiome numéro 1. Et du coup, vous mettez, est-ce que vous vous voyez en concurrence avec des plateformes de crowdfunding ou ce que vous faites, c'est suffisamment différent pour... Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de concurrence. Il y a effectivement beaucoup de formes diverses. Crowdfunding, je crois que tout le monde sait ce que c'est. Moi, j'y vois quand même une différence pour les clubs cigales, c'est que on ne met pas nos sous, puis après terminé, quoi. On essaye de s'impliquer. Dans le club cigale, il y a systématiquement 1 ou 2 personnes qui sont désignées comme étant l'interlocuteur du porteur de projet. Donc c'est eux qui vont suivre de près le projet pour l'ensemble du club. Et une partie de notre réunion périodique de Club Cigale, c'est on fait le tour des projets, et ce sont les gens qui ont été désignés comme étant les interlocuteurs du projet qui nous disent, bon ben voilà, ce projet, voilà où il en est, voilà de quoi il a besoin, tout fonctionne bien, au contraire, ça ne fonctionne pas du tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider, etc. Donc, c'est cette dimension accompagnement systématique, et j'ai envie de dire la dimension choix de 100% des membres du Club Cigale d'un projet qui peut-être nous différencie par rapport à d'autres structures qui existent et qui sont présentes ici, et avec qui on s'entend très bien d'ailleurs, hein, parce que voilà, il ne s'agit pas de faire la concurrence. Hein. Une autre question? Oui, j'ai une question, mais à tous les intervenants, c'est comment, on parle de réappropriation de l'argent,
Donc on est passé de choses apparemment très techniques du côté du logement avec Hélène. La sécurité sociale alimentaire, on sent que c'est assez complexe à monter, mais de ce fait, comment nous les citoyens qui n'avons pas forcément une expertise de ces sujets-là, on peut appuyer ce type de démarche. C'est-à-dire, alors, pour les cigales, comment on pourrait créer bien plus de cigales qu'il n'y en a, parce que les cigales ont été initiatrices des finances solidaires, moi je le rappelle quand même. Donc pourquoi il n'y a pas des cigales partout? Pas 200, mais 10 000. Et surtout, comment, sur la sécurité sociale alimentaire et sur la question de la propriété, du droit d'usage, puis avec du droit réel, c'est ça, et la propriété collective, au fond, nous, les citoyens, on peut peser, parce qu'il y a quand même des sujets, notamment la sécurité sociale, où on a l'impression que c'est devenu tellement complexe que le citoyen n'a plus trop de droit de regard. Donc c'est la place du citoyen dans vos initiatives que j'interroge au travers des expériences, par exemple, Hélène, que tu as pu observer en Belgique. Ou... Voilà. Je commence. C'est un peu l'enjeu majeur. Effectivement, si les gens se battent pas, si les gens se sont battus pour les retraites, mais les gens ne se battent pas pour le logement social parce que c'est technique et que c'est difficile à comprendre. Et c'est un peu la difficulté, parce que en réalité tout ça c'est un peu notre argent, quoi. Les subventions de l'État, c'est les impôts qu'on paye, voilà. Le livret A, on se dit tiens, je vais aller mettre de l'argent sur un autre placement que le livret A parce que ça rapporte plus, sans se rendre compte que en fait, le livret A, ça amène derrière des investissements d'intérêt général. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est un enjeu majeur. Alors il y a eu la proposition de où vont mes impôts, là, je sais plus, Attal avait lancé ça, totalement biaisé en plus, enfin bon. Mais c'est un peu dramatique parce qu'en fait l'enjeu il est vraiment là, de savoir qu'en fait quand on reçoit un salaire, en fait il y a une partie du salaire qui est partie ailleurs mais qui sert, donc il y a une forme d'éducation à l'économie de base qui est un peu manquante, quoi. Après, sur la place des citoyens dans les initiatives, en fait, des citoyens, il y en a par exemple, je regardais ce matin, Toulouse Métropole Habitat a fêté ses 100 ans il y a quelques temps. Dans la gouvernance de Toulouse Métropole Habitat, il y a des élus, mais il y a aussi des personnalités qui sont considérées comme compétentes, qui sont placées là par les collectivités, mais aussi par le monde de l'insertion, par Action Logement, par la CAF, enfin, donc et puis il y a des représentants des locataires qui sont élus. Donc finalement, dans ces structures-là qui ont l'air vieilles, etc., c'est vraiment perfectible probablement, mais enfin il y a déjà des places. Et dans les dispositifs sur lesquels je fais ma thèse, c'est des dispositifs qui sont très nouveaux, qui s'inspirent de modèles américains dans lesquels la place des citoyens est très importante. Dans les modèles américains, on est vraiment sur la question de l'empowerment complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment se réapproprier des outils de production et de gestion du logement sur le long terme. Le modèle belge, alors aux États-Unis, c'est comme tous les projets de ce type-là, ils sont tiraillés complètement. C'est-à-dire qu'entre on va produire du logement et on va permettre à plein de gens de se loger, et on reste sur des gouvernances partagées, un territoire relativement restreint pour que les gens puissent se connaître, etc. Il y a toujours ce tiraillement entre est-ce qu'on veut faire plus dans notre objectif ou est-ce qu'on veut faire mieux en termes de gouvernance. Enfin, ça, c'est compliqué. Les Belges, je trouve qu'ils ont complètement acté que c'était sur un territoire restreint et ils ont mis en place une gouvernance tripartite. C'est-à-dire qu'il y a, pour essayer d'incarner l'intérêt général, c'est-à-dire qu'il y a la collectivité qui met des fonds, qui représente l'intérêt général, puisque c'est des membres élus par l'ensemble pour mener une politique. Il y a les habitants qui sont l'intérêt particulier, mais pour autant qui sont complètement partie prenante. Et puis il y a des acteurs pertinents du territoire, donc souvent les associations qui étaient à l'origine du projet,
qui sont sur les questions d'empowerment vraiment des populations les plus précaires de la région Bruxelles. Et donc il y a cette gouvernance, et en fait pour faire en sorte que les différents acteurs dialoguent sans que la parole de l'un prenne plus de place que l'autre, ils ont fait des systèmes de formation des habitants préalables aux réunions du conseil d'administration pour que les gens montent en compétences et soient en capacité de discuter les sujets à l'ordre du jour. Donc, les ordres du jour sont décidés collectivement mais très en amont de manière à ce que chacun puisse se renseigner. Et après, le temps de parole est relativement contrôlé aussi, de manière à ce que ces lieux-là soient finalement des moments où la collectivité est en capacité d'entendre des citoyens et des associations sur la manière de mener la politique du logement dans le territoire. Donc ça dépasse la simple gouvernance, c'est aussi un outil de discussion d'une politique locale. Et en France, on est en train, les structures sont en train de se développer. Et certaines structures ont choisi le statut de SCIC, donc Société coopérative d'intérêt collectif, justement pour avoir un collège habitant. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, c'est pas forcément évident. Nous, il a fallu qu'on les légifère, les Belges, ils ont pu faire ça à droit constant, donc forcément ça n'a pas tout à fait... Et nous, on a des structures de financement du logement social dont bénéficient ces initiatives-là, qui sont extraordinaires. Donc, c'est bien de pouvoir s'en servir, et en même temps, du coup, ça fait rentrer plutôt des institutionnels dans les projets au départ, et donc c'est pas forcément facile pour les citoyens d'y rentrer. Mais les gens sont relativement convaincus, les premiers assureurs sont relativement convaincus, et du coup, et puis c'est pareil, il y a quand même une baisse de la mobilisation des gens, des bénévoles, donc c'est compliqué de trouver des gens qui ont envie de rentrer dans le conseil d'administration de ce type de structure. Jean-Baptiste, peut-être ? Donc, sur le projet de caisse citoyenne d'alimentation, ou même globalement de sécurité sociale et d'alimentation, on est sur quelque chose qui est de l'ordre de la démocratie alimentaire de base. Donc en fait, la question qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, c'est nous rejoindre, tout simplement, puisque s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de caisse. C'est les citoyens qui font fonctionner la caisse, c'est les citoyens qui définissent les critères, qui définissent le fonctionnement, qui définissent la gouvernance, qui définissent les seuils de cotisation. On n'est pas sur un projet où on arrive avec un chèque alimentaire et vous allez le dépenser où vous voulez, ou on n'est pas sur un projet d'aide alimentaire où on vous distribue des paniers de ce qui reste de la grande distribution, et si c'est pas bon, si c'est pas de bonne qualité, si c'est périmé, démerdez-vous. L'idée, c'est vraiment de permettre aux gens de reprendre en main leur alimentation, de faire de l'alimentation un bien commun. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de permettre à toutes et à tous d'avoir accès à une alimentation choisie. On parle bien de choisie parce que les critères qui seront définis seront définis par les citoyens entre guillemets éclairés, puisqu'ils auront eu une phase d'appropriation des enjeux qui est essentielle. Mais s'il n'y a pas de citoyens, il n'y a pas de caisse. Y a-t-il d'autres questions ? Prêt à rentrer dans les conseils d'administration. Je voulais peut-être répondre aussi sur la question pourquoi il n'y a pas plus de clubs cigales, c'est ça ? Oui. Merci. Oui, pourquoi il n'y en a pas plus ? Déjà, se réapproprier son argent, je pense que les éléments que j'ai pu décrire, ça illustre bien le fait que quand on décide d'épargner et de choisir la façon dont on veut utiliser son épargne, c'est autre chose que de dire, même si le livret A c'est très bien, de dire je vais mettre mes sous à la banque et puis c'est la banque qui décide d'investir l'argent dans tel ou tel projet, et on entend maintenant qu'il y a de plus en plus de discussions par rapport aux choix que font certaines banques. J'en veux pour preuve le fait que les banques maintenant, aujourd'hui, ou certaines banques, communiquent sur le fait qu'elles vont choisir d'investir sur des projets qui ont un certain nombre de vertus environnementales et autres. Voilà. Et pourquoi il n'y a pas plus de clubs cigales ? Moi, je pense que c'est peut-être un domaine qui peut faire peur aussi aux gens, disons, un club d'investissement, ils sont tous experts financiers, etc.
Pas du tout. Donc, il y a des gens qui travaillent, il y a un pépiniériste, il y a une infirmière, il y a un retraité, il y a des gens qui n'étaient pas du tout financiers. Moi, je n'étais pas du tout financier, j'étais possédeur technique. Donc, ça peut faire peur, mais on est aussi aidé, Dieu merci, par des structures, puisque le mouvement des cigales est un mouvement qui est structuré autour d'une association régionale et autour d'une fédération. Et par exemple, quand on passe une convention avec un porteur de projet pour rentrer dans son capital, ça paraît vachement barbare comme ça, mais on a je dirais, un canevas qui est tout fait, et on n'a plus qu'à remplir le montant, le nom de la société, etc. Voilà, on n'a pas inventé un truc et à passer devant je ne sais trop quel avocat ou notaire pour avoir les labels de tel ou tel organisme. Donc c'est des choses qui sont en fait beaucoup plus simples qu'ils ne peuvent y paraître au premier abord. Ça veut dire que vous pourriez parrainer je vois des jeunes par là. Si par exemple ces jeunes viennent vous voir et vous disent nous on aimerait bien créer un club cigale parce qu'on a un copain qui a un super projet hyper transformateur et tout ça, culturel, vous pourriez les aider à monter un club? Exactement, c'est ce qui s'est passé pour le club de Pibrac, où j'étais en contact avec une personne qui avait... il faut déjà être un petit nombre, on ne fait pas un club à une personne, et puis on ne peut pas comme ça rejoindre un club existant facilement, parce que c'est sous forme d'indivision, enfin c'est un petit peu compliqué. Donc, en plus, comme je vous le disais, nous on encourage la multiplication des clubs. Voilà. Donc s'il y a un groupe de 5, 6, 8 personnes qui est déjà formé, qui en est intéressé, il n'y a aucun problème pour leur dire un petit peu, répondre à leurs questions, leur dire un peu comment ça fonctionne. Les gens qui ont monté un club à Pibrac, qui sont venus, moi je les ai invités à venir assister à une réunion de notre club en disant, écoutez, la meilleure des choses, venez voir comment on fonctionne, vous verrez si ça vous va, vous verrez ce qu'on se dit. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais voilà, c'est pour démystifier aussi le fait que c'est pas compliqué de faire fonctionner un club, il faut trouver simplement un gérant, un trésorier et un secrétaire, mais c'est pas très difficile. Je crois qu'il y avait une question devant. Oui. Vous avez un peu expliqué, donc j'observe qu'ici il y a beaucoup de choses très compliquées, mais c'est vrai que moi j'ai rencontré pas mal de personnes sourdes dans ces conférences et qui essayent de changer et d'avoir... Est-ce que vous avez déjà essayé de les rencontrer? Parce que là, c'est vrai que c'est des thèmes assez compliqués. Est-ce que vous avez essayé de faire de la vulgarisation pour expliquer peut-être à des citoyens moins aguerris ou peut-être des informations en falque, en facile à lire et à comprendre? Ou est-ce que vous avez déjà travaillé là-dessus ou pas du tout? Personnellement, mais j'en déduis que ce que j'ai dit n'était pas clair. Et si c'est le cas, je m'en excuse. Non, mais il faut vérifier peut-être, voir si les gens ont compris. Moi-même, je m'y connais, mais je ne sais pas pour les autres. Alors, de notre côté, on essaye de toucher le maximum de public, mais c'est vrai que spécifiquement sur les personnes sourdes, on n'a pas mis en place de projets ou de mécanismes facilitants. On avait été en contact avec une personne pour un film qu'on avait projeté à l'Utopia de Bordeaux-Rouge, mais on n'était pas maître de la technique, donc on n'a pas pu faire mettre des sous-titres tout simplement, et puis pour le reste on n'a pas réussi ou essayé d'aller plus loin là-dessus, malheureusement. Alors, je pensais pas aux sourds en particulier, hein. Je parlais vraiment aux personnes en général. Il y a des personnes qui aiment que ce soit très compliqué, mais c'est vrai que la majorité préfère la facilité et préfère que les choses soient plus simples. Donc je parlais vraiment en général. Alors, dans ce cas, en général, l'idée c'est quand même globalement, par la période de montée en compétences, d'appropriation des enjeux, de vulgariser le plus possible tout en réussissant à ne pas perdre toute la teneur de ces enjeux, justement, de pas de pas aller trop dans les raccourcis, puisqu'en fait c'est vrai que les enjeux de l'agriculture, de l'alimentation et de la nutrition sont quand même très complexes, et on réalise au fur et à mesure de l'avancée de cette phase de montée en compétences que les gens réalisent eux-mêmes l'ampleur des choses à connaître, à comprendre, la complexité des choses, la nuance nécessaire dans beaucoup de sujets à cet égard.
Et c'est vrai que ça peut faire peur, mais notre objectif c'est d'être à la fois les plus complets et à la fois les plus compréhensibles. Donc c'est pas facile. Il y a une question au fond. Oui, en fait, du coup, c'est en complément de la question précédente. C'est vrai que ça donne envie d'en savoir plus sur les différents sujets, mais est-ce que vous auriez chacun quelques supports à recommander, soit un ou deux petits bouquins ou des vidéos en ligne, parce que c'est vrai qu'il y a des fois il y a des vidéos, alors vous qui connaissez bien le sujet, vous savez peut-être un peu quelles sont les vidéos intéressantes à regarder pour ceux qui veulent aller plus loin sur les sujets. Et je pense que pour le sujet de la sécurité sociale et de l'alimentation, il faudrait se pencher sur les travaux de Bernard Friot du réseau Salariat, de Dominique Paturel, et puis aller voir du côté du site, je crois qu'il s'appelle Initiative pour une dynamique pour une sécurité sociale de l'alimentation. Après, si vous allez plus spécifiquement sur le site de la Caisse toulousaine, donc elle s'appelle Caisse Alim, le site c'est caissealim-toulouse.fr, et à la fin, sur le site, on a mis une bibliographie, une bibliothèque sur laquelle vous pouvez retrouver pas mal de textes sur les sujets. Je crois qu'il y a des vidéos aussi. Sur le sujet de la sécu, je vous conseille de regarder La Sociale, qui est un film qui retrace un peu l'histoire de la création de la sécurité sociale. Et voilà, globalement. Et puis la charte de l'UNESCO aussi, la charte UNESCO de l'alimentation, il y a beaucoup de choses. Donc il y a une chaire UNESCO à Montpellier qui produit beaucoup de savoir, et aussi la Fondation Carasso. Sur les questions de démocratie alimentaire, on peut aussi aller voir ces sites-là qui sont intéressants. Et moi j'en profite pour vous dire qu'il y a une journée régionale organisée par Territoire à Vivre et le Mouvement pour l'économie solidaire le 20 novembre à Ramonville, à la salle des fêtes, qui a pour objectif de travailler sur comment on peut ensemble permettre un accès libre à une alimentation locale de qualité. Et donc on va croiser à la fois ce que nous on a fait comme travaux nourriture terrestre. On a donc regardé une quinzaine d'initiatives de démocratie alimentaire en Occitanie, et on a essayé de regarder comment ils faisaient participer les personnes précarisées. Et c'est un sujet. Donc ce qu'on peut remarquer, c'est que tout le monde a envie de le faire. Certains réussissent un tout petit peu, et dans l'ensemble c'est plutôt compliqué et on ne sait pas bien le faire. Donc il y a la question du temps long, il y a la question des méthodologies d'éducation populaire, des postures, et tout le monde, même dans les PAT, se pose ces questions-là. Et puis, donc voilà, on va présenter ça avec l'idée de construire avec le public aussi un plaidoyer, donc plutôt des acteurs, des professionnels, des bénévoles investis dans la démocratie alimentaire. Donc on va inviter Kessalim. Et Territoire à Vivre, eux, on fait tout un travail depuis 2 ans. Donc c'est Secours Populaire, Secours Catholique, le RAC, Réseau Cocal, Vieux-Ariège-Garonne. Donc c'est Territoire à Vivre Toulouse, donc. Et eux aussi ont beaucoup de travaux plutôt sur comment organiser la filière, cette filière particulière et spécifique, et aussi comment permettre un prix juste pour les producteurs et pour les personnes précarisées. Donc voilà, ça c'est le 20 aussi. Si vous voulez y participer, on va bientôt mettre, après le frais, on met l'annonce. Et juste pour ajouter une dernière référence, peut-être j'ai oublié de parler de Bénédicte Bonzi, qui est une chercheuse qui a travaillé sur les violences alimentaires et qui a retranscrit sa thèse dans un livre récemment sur les violences alimentaires. Donc, je ne sais plus exactement son nom, mais voilà, Bénédicte Bonzi. Anthropologue. Sur le logement social, c'est effectivement un peu aride de s'y plonger quand on ne connaît pas. Moi, je fais tout ce que je peux pour aller dans des rencontres pour essayer d'expliquer, mais je comprends bien que ce n'est pas forcément hyper accessible. Il y a un réseau qui s'appelle le réseau des acteurs de l'habitat, dans lequel il y a principalement l'Union sociale pour l'habitat, qui est donc la fédération des fédérations HLM. Et puis il y a
la Caisse des dépôts et consignations et des associations d'élus locaux, donc départements, interco, etc. Donc ils ont monté ce système qui s'appelle le réseau des acteurs de l'habitat, qui produit beaucoup de contenu. Donc il y a un site internet qui est vraiment très bien fait. Ils ont des rencontres annuelles qui sont filmées, donc c'est moins aride parce qu'on peut voir un peu les gens. Et c'est à chaque fois des sujets d'actualité qui sont traités, c'est-à-dire le logement et la décentralisation, les problèmes de financement du logement, la question foncière, etc. Donc il y a à la fois ces journées, puis il y a des webconférences qui ont lieu assez régulièrement, où ça peut traiter justement la question foncière, la question... Donc quelquefois c'est très technique et ça parle plutôt aux acteurs de la production qui s'interrogent sur quelle est l'actualité de leur métier, mais pour des gens qui sont extérieurs, et moi je l'ai été quand j'ai commencé, c'est vraiment un très très bon moyen de de monter en compétence en fait. Et en plus on entend parler vraiment les acteurs qui font les choses, c'est à la fois des acteurs et des chercheurs qui peuvent témoigner de ce qui se passe au quotidien, les questions qui se posent et l'évolution de la réglementation.